de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Francesco Laspada, avocat de chauffeur Uber, Béatrice. Bonjour Francesco Laspada. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Un accord a donc été conclu entre Genève et Uber. Il n'y a donc plus de problème Uber à Genève, Francesco Laspada? Non, pas du tout. La réalité, c'est que la situation des chauffeurs Uber est toujours aussi précaire. Pour deux raisons principalement. La première, c'est que Uber continue à pratiquer son modèle d'affaires qui consiste à faire supporter les frais professionnels et les cotisations sociales sur le dos de leurs chauffeurs. Le deuxième point, c'est qu'Uber pratique ce qu'on appelle le fractionnement du temps de travail, c'est-à-dire qu'ils ne vont payer que 50 à 70% de la totalité du temps de travail de leurs chauffeurs. Reste tout de même que ces deux éléments donc, que vous évoquiez sont autorisés. Pourquoi ne le ferait-il pas ? Alors c'est assez intéressant. Pour pouvoir pratiquer dans le secteur des chauffeurs professionnels à Genève, il faut remplir principalement deux conditions. La première, il faut avoir son siège en Suisse. Et la deuxième, il faut être à jour avec ses cotisations sociales. Uber a son siège aux Pays-Bas et n'est pas à jour avec ses cotisations sociales depuis environ 5 ans. Ça fait pourtant partie du deal passé avec l'État de Genève, ça. Effectivement. En tout cas, il devait régulariser la situation. Pour pouvoir continuer à exercer à Genève, en réalité, ils ont fait appel à des sociétés que j'appelle des sociétés relais, qui, elles, sont des sociétés suisses, qui ont leur siège en Suisse et qui n'ont pas ce passif avec les chauffeurs. Et c'est ces sociétés-là qui sont à jour avec les cotisations sociales qui ont fait les demandes pour le compte d'Uber. Ce qui a permis, en fait, à cette société étrangère, qui n'est pas à jour avec les cotisations sociales, de continuer à exercer en Suisse. Mais alors, s'ils ne sont pas à jour de leur cotisation sociale, comment se fait-il qu'ils aient l'autorisation d'exercer, cette question naïve ? Je pense que c'est une question qu'il faudra poser aux autorités. Effectivement, en tout cas, selon moi, ça constitue un abus dans la mesure où si on a mis cette condition dans la loi, l'objectif, c'est d'avoir des entreprises qui payent les cotisations sociales de leurs employés. Des cotisations sociales qui se montent à environ ? Alors, c'est très difficile à estimer. Je crois que l'acompte qui avait été payé par Uber, sauf erreur de ma part, se monte à plusieurs dizaines de millions de francs. En réalité, de mes derniers échanges avec la caisse de compensation, il est très difficile d'estimer le montant des cotisations sociales dans la mesure où Uber ne collabore pas avec la caisse de compensation en ne leur fournissant pas les informations qui leur permettent de faire les calculs. C'est-à-dire que concrètement, vous dites que la caisse de compensation toque à la porte d'Uber et qu'Uber refuse ou fait la sourde oreille pour donner ces informations-là ? Alors, selon les informations que j'ai reçues, Uber conteste d'une partie la période sur laquelle il doit payer les cotisations sociales et conteste le montant. Et puis bien évidemment, ils ne vont pas donner les documents et les informations à la caisse de compensation lui permettant de faire les calculs et puis finalement de percevoir ses cotisations sociales. On se souvient quand il y avait eu cette solution avec des entreprises tiers qui s'était présentée un petit peu comme du gagnant-gagnant pour les chauffeurs. À vous entendre, on a l'impression que c'est un peu plus compliqué que cela. Alors, en réalité, pour moi, c'est simplement d'avoir mis des intermédiaires supplémentaires qui viennent complexifier la situation. La situation, en réalité, elle n'a pas changé. C'est toujours Uber aux Pays-Bas qui donne les instructions aux chauffeurs, d'où l'application de la loi sur la location de services qui prévoit des normes protectrices spéciales des chauffeurs dans la mesure où toutes ces entreprises entre guillemets sous-traitantes, finalement, elles n'ont pas de contrôle sur les chauffeurs. C'est toujours Uber Pays-Bas qui a un contrôle sur ses chauffeurs. Vous évoquez Uber Pays-Bas, mais alors, sauf erreur, il y a bien un Uber en Suisse ? Tout à fait. Mais si vous utilisez votre application, vous verrez que tous les échanges que vous avez sont avec Uber Pays-Bas. Si l'application n'a pas changé, par exemple, vos transferts d'argent sont également avec Uber Pays-Bas. À mon avis, cette structure, c'est toujours cette entreprise relais dont j'ai parlé avant. L'objectif, c'est de pouvoir obtenir les autorisations en Suisse. Je ne pense pas que ce Uber Switzerland a une réelle activité en Suisse. Très concrètement, si on prend imaginons sur une course de 200 francs, comment ça se passe pour un chauffeur Uber ? Qu'est-ce qui touche ? Je vais prendre plutôt 100 francs, ça va être plus simple. En tout cas, à l'époque, ce qui était intéressant, c'est que lorsque vous payiez 100 francs, Uber prenait environ 30 francs. Il laissait 70 francs au chauffeur et le chauffeur, sur ces 70 francs, utilisait la moitié pour payer ses frais de véhicule. Et puis, sur les 35 francs restants, il payait encore la TVA et les cotisations sociales. Il lui restait plus grand-chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous payez 100 francs, Uber prend environ 25 francs. Les intermédiaires dont vous avez parlé avant prennent environ 5 francs. Donc, c'est toujours la commission de 30 francs dont on a parlé. Et puis, sur ces 70 francs, c'est toujours Uber ou l'intermédiaire qui va prendre les 35 francs
qui vont partir pour les frais de véhicule. Et puis, sur les 35 francs qui restent, eux vont prendre les cotisations sociales par employé et employeur et prendre un montant pour payer la TVA. Donc, en réalité, c'est toujours le même montant qui reste aux chauffeurs. Le problème qu'on a, c'est le cumul de ce modèle d'affaires plus du fractionnement du temps de travail qui met les chauffeurs dans une pression. Ils n'arrivent plus finalement à gagner assez d'argent pour vivre. Fractionnement de temps de travail, concrètement, ça veut dire que n'est pris en compte uniquement quand ils font des courses, hein, c'est bien ça? Exactement. Pour prendre un exemple assez simple, c'est comme si vous aviez un réceptionniste au bureau et puis que vous lui disiez que finalement vous allez le payer qu'au moment où il décroche le téléphone et qu'il raccroche le téléphone. Puis entre les moments où il attend les appels, vous le payez pas. Pour terminer, Francesco Laspada, on a l'impression que c'est une histoire sans fin. Quelle est la suite? Alors actuellement, on a plusieurs dossiers qui sont déposés au tribunal des prud'hommes. On espère que le tribunal va réussir à mettre une certaine limite à Uber. Et surtout, j'ai l'espoir qu'il y aura une certaine force collective qui va se mettre en place. Et politique ? Et politique, je l'espère aussi, dans d'autres pays, de manière à faire céder un jour Uber pour qu'il se conforme aux normes de droit du travail et des assurances sociales de notre pays, mais également des autres pays. Merci beaucoup Francesco Laspada, avocat des chauffeurs Uber. Et on a bien compris que cette saga est très loin d'être terminée. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.